place, comme tous les lundis, à l'arène diplomatique. L'arène diplomatique, c'est avec vous, Jérémy Gallon, bonsoir. Bonsoir. Jérémy, Xi Jinping a décliné une invitation de l'Union européenne à assister en personne aux célébrations qui marqueront cette année le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et ce que l'on appelait alors la communauté économique européenne. Pensez-vous, Jérémy, que ce geste est révélateur de quelque chose de plus profond dans ces relations sino-européennes ? Alors, les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et l'ancêtre de l'Union européenne, la communauté européenne, ont été établies en 1975. Et donc les dirigeants européens considéraient que c'était l'opportunité d'avoir un sommet à Bruxelles avec Xi Jinping. Et en fait, Pékin a décliné. Pékin a dit on envoie le Premier ministre, Li Qiang, plutôt que le président. Alors, en apparence, rien d'anormal. Dans le sommet UE-Chine, lorsque les Chinois reçoivent, c'est le président Xi qui reçoit. En revanche, à Bruxelles, il envoie toujours le Premier ministre. Mais pour les Européens, c'était le cinquantenaire, donc c'était une occasion spéciale. Et ça montre surtout quoi ? Ça montre qu'au-delà de la rhétorique plus chaleureuse des dernières semaines, qui s'accompagne en fait des tensions transatlantiques, les divergences structurelles entre Pékin et Bruxelles demeurent. Et donc les tensions transatlantiques ne remplacent pas les tensions sino-européennes, elles s'y ajoutent. Et donc les Européens, face aux États-Unis comme face à la Chine, demeurent seuls. Alors que l'administration Trump se montre extrêmement agressive, Jérémy, notamment à l'égard de l'Union européenne, et a déjà lancé les prémices d'une guerre commerciale à venir, n'y a-t-il pas un intérêt pour nous, Européens, finalement, de nous rapprocher de Pékin ? Alors, dans ce contexte de tension transatlantique, l'Union européenne doit travailler sur deux axes. Un dont on parle beaucoup dans le débat public en ce moment, c'est renforcer l'indépendance, la souveraineté européenne. Et puis le deuxième, c'est multiplier les partenariats stratégiques avec des puissances tierces pour réduire notre dépendance énergétique, commerciale, militaire à l'égard de Washington. Mais à l'égard de la Chine, la question est un petit peu différente. Pourquoi ? Parce que si on revient un petit peu en arrière, fin 2020, les Européens concluent l'accord global sur les investissements avec les Chinois. C'est le pic de ce qu'on va appeler l'ère Merkel ou bien l'ère de naïveté stratégique à l'égard de la Chine. Et puis à partir de début 2021, on voit des Européens qui se réveillent, qui considèrent que la Chine n'est pas simplement un partenaire, par exemple dans la lutte contre le changement climatique, mais est aussi un compétiteur économique et un rival stratégique. Et ça n'a pas disparu avec l'élection de Donald Trump. L'axe Moscou-Pékin demeure très fort et demeure une menace à notre sécurité et à nos intérêts stratégiques en Europe. En matière de stratégie de division des Européens, les Chinois continuent d'utiliser le format dit anciennement 17+1 en Europe centrale et orientale pour essayer de jouer une partie de ces pays contre le reste de l'Europe. Sur le plan économique, Xi Jinping, plus que jamais dans une stratégie d'inonder le marché européen avec des technologies notamment chinoises à bas coût sur les véhicules électriques et d'autres sujets, d'autant plus que les Américains ferment leur marché. Et donc l'Europe ne doit surtout pas tomber dans un mouvement de balancier où dès lors qu'on essaie de réduire notre dépendance à l'égard des États-Unis, on le fait en accentuant à nouveau notre dépendance à l'égard de Pékin. Quels sont les principaux points finalement de tension et de désaccord entre l'Union européenne et la Chine, Jérémy Gallon ? Alors, au-delà des tensions géopolitiques qui n'ont fait que s'exacerber depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a des disputes commerciales très fortes. Évidemment, on se souvient que les Européens ont taxé les véhicules électriques chinois jusqu'à 45% sur certaines marques. Mais il y a plus de 11 enquêtes qui ont été lancées par l'Union européenne depuis octobre sur les produits chinois, y compris la semaine dernière. Je rappelle quand même que le déficit de l'Union européenne à l'égard de la Chine, c'est plus de 304 milliards d'euros l'année dernière. A l'inverse, Pékin prend des mesures de rétorsion et donc ils essaient de diviser à nouveau les pays européens. Ils ont ciblé notamment les producteurs de cognac pour faire plier la France, avec des conséquences très lourdes pour cette industrie viticole en France, mais ils ciblent aussi l'industrie laitière, l'industrie porcine, pour essayer de viser d'autres pays. Donc on voit qu'il y a une multiplication des tensions. Et puis les Chinois utilisent une autre stratégie, ce n'est pas simplement taper, c'est aussi récompenser, à l'inverse, les États qui font du lobbying chinois à l'intérieur du bloc, la Hongrie, en multipliant les investissements, mais aussi un pays comme l'Espagne de Pedro Sánchez, qui a une diplomatie très accommodante à l'égard de Pékin. Ils essaient aussi d'investir plus en Espagne pour essayer de diviser les Européens entre eux. Dans ce contexte, Jérémy, quel chemin pour l'Europe face à cette Chine, alors que l'on assiste à une sorte de schisme aussi occidental ? Je pense qu'il y a 3 axes. Premièrement, le séquençage. Il y a un principe de réalité qui est que l'Union européenne ne pourra pas mener une guerre commerciale simultanément contre ses 2 principaux partenaires économiques que sont les États-Unis et la Chine. Sinon, les conséquences sociales et industrielles seront désastreuses. L'Europe ne peut pas se le permettre. Donc elle va devoir mettre en pause, elle va devoir séquencer certaines disputes commerciales
Mais pour autant, ça ne veut pas dire laisser son marché être inondé par des produits chinois avec des conséquences sociales qui seraient tout aussi désastreuses. Donc ce séquençage va être compliqué, mais c'est le premier point. Deuxième point, se protéger des conséquences indirectes des tarifs mis en œuvre par l'administration Trump. Je vous donne un exemple. Lorsque l'administration Trump met des tarifs à 25% sur l'acier et l'aluminium, la conséquence, c'est quoi? C'est que les Chinois vont essayer d'inonder le marché européen, notamment sur l'acier. Or, je rappelle quand même que l'industrie de l'acier en Europe est dans une situation très compliquée. Un groupe comme ThyssenKrupp a annoncé 11 000 suppressions d'emplois en Europe d'ici 2030. Donc il va falloir aussi se protéger. Et puis troisièmement, bâtir une politique à l'égard de la Chine qui ne soit pas dépendante des États-Unis. Jusqu'à présent, il y a eu 2 phases à l'égard de la Chine. Il y a eu une première phase de naïveté stratégique que je décrivais jusque fin 2020. Ensuite, à partir de 2020, on a bâti une politique plus dure à l'égard de la Chine, mais qui s'est calquée sur la politique américaine. On doit rentrer dans une 3e phase, qui est une Europe plus indépendante, qui va donc avoir sa propre politique à l'égard de Pékin, une politique dépourvue de naïveté, mais qui ne tombe pas nécessairement dans l'hystérie anti-chinoise qu'on voit aujourd'hui à Washington. Merci en tout cas Jérémy Gallon. L'Arène diplomatique, c'est tous les lundis dans Bonsoir le débat. Puis quand vous le souhaitez, vous qui nous regardez sur ln24.be.